Station, la station de la station. Hi. Hey. On est Softover, on vous retrouve pour la 2e édition de cette émission en collaboration avec Station, qui constitue notre 6e épisode officiel. Enfin. Ouais. Donc on se retrouve avec Mieni, Jaëlis et moi, Atessa. Donc on est 3 membres aujourd'hui. Harry, notre 4e membre, ne pouvait pas être là, malheureusement. On pense fort à elle. On pense très très fort à toi, Harry, si tu nous écoutes. Mais voilà, du coup, on se retrouve pour ce 6e épisode. Et avant de commencer, on va parler du 10 septembre. À la fin du dernier épisode, on a évoqué l'événement du 10 septembre. Et du coup, là, on va faire un petit récap, un compte-rendu de ce qui s'est passé. Le contexte, en gros, c'est que le 10 septembre dernier, un appel à faire la grève a été lancé. Une journée d'action nationale contre l'austérité, l'inflation et les politiques sociales. Le gouvernement avait immédiatement annoncé la couleur, donc zéro tolérance pour les blocages. Il y a 80 000 policiers et gendarmes qui ont été déployés. Un dispositif qui a été digne d'un état de siège. Genre, c'est une guerre civile qu'ils ont prévue. Beaucoup de gens ont fait la grève, mais beaucoup ont aussi manifesté. Donc, il y a eu 175 000 manifestants et plus de 800 actions, type rassemblement, blocage, etc., etc. Et il y a eu aussi beaucoup d'interpellations, comme de par hasard, à Paris. En même temps, si tu mets 80 000 policiers dans les rues, la Bravem, les CRS, c'est pas étonnant. C'est trop. Il y a eu environ 540 interpellations, dont 415 gardes à vue. Et c'était des arrestations préventives, au cas où t'allais faire la malade dehors. Au cas où t'es hors la loi. C'est ça. On sait jamais. Au cas où tu vas commettre un crime. C'est ça. On te voit dans la rue et on te dit bon, toi, on sait que tu vas. Waouh, on va t'arrêter direct. Génial. Donc, il y a eu beaucoup de manifestants blessés, parfois graves, et on pense à eux, 23 policiers égratignés. MDR. Et ça, c'est horrible. On a parlé plus des policiers égratignés à la télé qu'aux manifestants blessés. Donc, il y a eu des gaz sur des lycéens, des dispersions violentes, des coups. En gros, des violences policières sur des militants pacifiques, même certains militants qui faisaient juste des pique-niques. Donc, pour résumer, c'était une mobilisation massive et diverse, étouffée par des démonstrations policières abusives, comme d'habitude. Et beaucoup parlent de blessés pour rien. D'arrestations arbitraires et d'un dispositif disproportionné pour casser le mouvement citoyen, comme je l'ai dit, comme si c'était une guerre civile, et comme si c'était illégitime de notre part de vouloir que les choses changent. Et encore une fois, un gouvernement qui, au lieu de dialoguer, use de la violence. Donc, je pense que c'était un mouvement nécessaire. On a décidé de mettre à plat les inégalités et on a voulu forcer le dialogue sur ce sujet-là. Mais bon, on nous a pas forcément entendus, mais on garde la pêche. On garde la pêche, on garde la foi. Et voilà. Et pour ce petit récap du 10 septembre. Et on continue la lutte. Stay tuned. Aujourd'hui, du coup, on vous retrouve pour un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. On va vous parler, du coup, on va discuter entre nous du monde du travail, entrer sur le monde du travail en tant que personne queer et ou racisée. Pour nous, c'est un sujet qui nous tient à cœur parce qu'en tant que jeunes qui entrons sur le marché du travail, pendant longtemps, on a cru, ou on nous a fait croire en tout cas, que le recrutement se faisait de manière objective. Donc, on devait travailler sérieusement à l'école, faire nos preuves, et les opportunités s'ouvriraient automatiquement et naturellement. Mais la réalité, elle est beaucoup plus complexe, forcément. Ouais, en 2025, on vit dans un monde où officiellement l'égalité c'est un principe fort. Donc il y a des lois antidiscrimination, des chartes de diversité, des labels pour les entreprises. Donc ça c'est officiellement. Et en France, chaque individu est protégé par le Code du travail. Donc c'est où il interdit toute distinction entre salariés, fondée notamment sur l'origine, le sexe, mais aussi l'apparence physique et encore l'identité sexuelle et toute autre disposition. Il n'y a par conséquent pas de discrimination sur le papier, mais encore une fois, la réalité est tout autre. Ouais, quand on regarde les chiffres ou qu'on écoute les témoignages, on se rend bien compte que l'égalité des chances, c'est pas une réalité en fait. Et ça, franchement, pour notre génération, c'est un vrai choc
parce qu'on a grandi avec l'idée qu'on pouvait tout faire, qu'on avait tous les mêmes opportunités et du moment qu'on faisait les bons efforts, on pouvait faire tout ce qu'on voulait. Comme Macron nous a sorti le légendaire on n'a qu'à traverser la rue pour trouver du travail. C'est aussi simple que ça pour Manumax. Ouais, bien sûr, pour Manumax. En plus de ça, depuis qu'on est petit, on nous bourre le crâne avec une rhétorique méritocrate. Moi, je m'en souviens depuis l'école primaire, tu sais, on nous parle de l'égalité des chances, du si on veut, on peut, de la gagne au mérite. Mais la méritocratie, sur le papier, suppose qu'il y a une égalité des chances qui n'existe pas en pratique. Et les discriminations structurelles et systémiques faussent l'accès aux mêmes opportunités dès le départ. Ouais, en fait, il y a une vraie différence entre l'expérience des jeunes sur le marché du travail et celle des générations précédentes. Avant, il y avait une acceptation beaucoup plus forte des dérives au travail. Donc, on pouvait être humilié par un manager, subir des blagues racistes ou sexistes, supporter des horaires abusifs. Et on entendait que c'était normal, que ça faisait partie de la vie professionnelle. Mais la Gen Z, notre génération, elle refuse ça parce qu'elle est plus attentive au bien-être, à la dignité au travail et qu'elle n'a plus envie d'accepter ce qui, au fond, n'aurait jamais dû l'être. Donc, pour moi, parler de discrimination au travail, c'est essentiel parce que ça permet de mettre en lumière ce décalage entre le mythe de l'égalité des chances et la réalité des inégalités vécues au quotidien. Et c'est un sujet qui me touche directement actuellement parce que je cherche du travail. L'ADEP. Et je suis vraiment au cœur du sujet. J'ai fini les études là, donc la vraie vie d'adulte commence et j'ai peur. Mais on a tous peur, vraiment, on n'en peut plus. Il y a 5-6 ans, quand on commençait à peine les études sup, on nous a encouragés à prendre des voies qui nous correspondent plus ou moins. Du moins quand on n'est pas forcé à prendre une voie type pro parce qu'on n'a pas les résultats attendus ou qu'on ne correspond pas au système éducatif. Mais ça, c'est un autre sujet. À méditer. À méditer. En tout cas, on nous vendait des débouchés de dingue sur certaines filières, surtout celles qui touchent à la technologie. On s'en rappelle quand on finissait le lycée, c'est tout ce dont on parlait. De réussite, les pourcentages de débouchés à la fin. Là. Sauf qu'aujourd'hui, on se retrouve à la fin de nos études sans taf parce que tous nos secteurs sont bouchés. D'autant plus, alors ça c'est un sujet qui me tient à cœur, d'autant plus que l'État consacre près de 200 milliards d'euros aux entreprises sous forme d'aide publique, que ce soit des exonérations, des cotisations, de subventions, des crédits d'impôt, donc payés par le contribuable. Et puisqu'il n'y a aucun suivi à proprement parler, les entreprises se permettent d'ouvrir moins de postes que prévu. Donc résultat, il y a peu de nouveaux postes, puisqu'il n'y a aucun suivi. Et l'État ne va ni plus loin pour que ce soit vraiment intéressant d'embaucher, ni ne sanctionne les entreprises qui ne jouent pas le jeu. Vraiment, donc on est vraiment pris au dépourvu. En fait. Il y a plus de taf en fait. Ça me fait péter un plomb aussi. Genre, je suis trop énervée. Mais quand on parle du monde du travail aujourd'hui, il est important de comprendre que les représentations et préjugés jouent un rôle central dans les recrutements. Par exemple, la Gen Z est souvent critiquée par les employeurs plus âgés. On nous décrit comme fragile, centrée sur le bien-être, incapable de supporter la pression, comme la fille on a vu plusieurs en fait, RH ou pseudo-experts en... Ouais, les interviews combinées là. Oui, c'est ça, et pseudo-experts en, recrutement, qui vont faire des vidéos, des interviews en disant « Oui, la Gen Z a trop été choyée, il y a un problème d'éducation, ils ne supportent plus la pression. Voilà, c'est pourquoi ils disent ça en fait. Elle vient de quelle génération en fait? Je me pose la question. On est exactement de la même génération. Mais de fou. Ah non, mais c'est quoi déjà la vidéo de la fille qui dit non, c'est mort si tu relances. Ouais, elle m'a gavé celle-là. La question c'était qu'est-ce que tu penses d'un candidat qui relance 2 fois par jour? Oh relou. Oh c'est chiant. Mais on cherche du travail à un moment donné. Oh c'est chiant. En fait, au bout d'un moment, fais ton taf. Tu vois ce que je veux dire? On a tous besoin de travail. C'est ça, je comprends pas. Bref, et du coup, ces critiques ne reflètent pas seulement un jugement sur nos capacités, mais elles traduisent un mépris plus large envers les jeunes entrant dans le monde professionnel et une incompréhension de leurs attentes. En fait, c'est simple, nous, ce qu'on cherche, c'est juste du travail, mais ils comprennent même pas qu'on cherche du travail. Ils pensent peut-être qu'on postule pour le plaisir, je sais pas. Des fois, on n'a même pas de... C'est un passe-temps. En mode, ouais, on aime bien postuler. Et ces préjugés-là ne concernent pas seulement l'âge, ils touchent aussi l'origine sociale ou ethnique, le genre, l'apparence physique ou encore l'orientation sexuelle. Et plusieurs recherches en sociologie du travail et en économie expérimentale montrent que le recrutement n'est pas totalement objectif. Le génialissime Pierre Bourdieu,
parti trop tôt, by the way. On pense à toi, petit Rupees ange. and Peace. Franchement, petite. Ou grand ange, plutôt. Hein. Gros ange. Sorry. En tout cas, Pierre Bourdieu introduit Whatever. la notion d'habitus. Donc, c'est sa création, habitus. C'est l'ensemble des dispositions, des attitudes, des manières de parler ou de se tenir qu'on intériorise depuis l'enfance. Et dans un entretien, ça joue énormément. Un candidat issu d'un milieu favorisé, qui maîtrise déjà les codes attendus, part avec un avantage évident, même si les compétences techniques sont les mêmes. La première impression est cruciale, en fait, comme un date, quoi. Il faut que tu te prépares vraiment physiquement, il faut que tu sois beau pour un entretien, carrément. Et à côté de l'habitus, il y a le rôle du feeling et du cultural fit, qui est très valorisé aujourd'hui, comme l'a montré Sylvie Montchâtre, qui est une sociologue française, ma star. Les recruteurs évaluent non seulement la compétence, mais aussi la capacité d'un candidat à s'intégrer dans l'équipe ou à partager les codes de l'entreprise. Et ce critère subjectif est souvent masqué derrière le discours sur les soft skills ou le savoir-être, qui deviennent plus déterminants que les compétences techniques. Et cette subjectivité se traduit concrètement par des entretiens où les questions portent sur les hobbies, les passions ou sur des traits de personnalité. Genre, moi par exemple, à certains entretiens, on m'envoyait des tests de personnalité, la MBTI, pour savoir, je sais pas, j'étais quelle personnalité. Et donc moi, quand je fais les tests à chaque fois, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Et quand je fais les tests à chaque fois, j'ai le résultat du commandant. Je ne sais pas pourquoi. Hein. Mais bon, bref, donc ça fait peur souvent aux recruteurs. Ils sont en mode non, on aimerait quelqu'un de plus docile, donc c'est mort. Donc bon, c'est chiant. Et aussi, on a une amie en commun là, qui avait pas fait un questionnaire employée parfaite. Ah bon? Ouais. Bon, on va te dédicacer Myriam. Oui, effectivement. Oui, c'est vrai. Du coup, on a une amie en commun qui avait fait un test employée parfaite. Purée, c'est vrai. Ouais. Myriam, j'avais grave C'était fou. En mode, je crois, les questions, c'était pas vous voulez travailler pour l'argent ou parce que vous Elle a été kiffez la très boîte. honnête. Et elle a dit, Très honnête. moi, je veux de l'argent. Mais en fait, je sais pas ce qui lui est passé par la tête. Parce que après, on en a parlé et elle nous a dit bah, moi, je pensais qu'il voulait vraiment savoir quel genre de personne j'étais. Non, ma belle. Bah non, en fait. Dis que t'aimes trop la boîte, en fait. Dis que t'es fan, carrément. Du coup, spoiler alerte, elle n'a pas eu le taf. Écoute, bon, force à elle, on pense à toi. Elle est aux États-Unis, mais on n'a pas la même vie. Enfin bon. La première impression, donc elle devient cruciale, comme je l'ai dit plus tôt. La tenue, le visage, la coiffure, les accessoires, ou même la façon de marcher, tout est analysé en quelques secondes. Et certaines entreprises vont jusqu'à valoriser des candidats avec lesquels ils anticipent des affinités personnelles, plutôt que ceux qui maîtrisent parfaitement le travail demandé. Donc juste avec un CV, ils peuvent se dire « Oh, cette personne-là, je l'aime bien », avant de faire l'entretien, en fait. Ça me rappelle quand j'ai fait une formation d'hôtesse d'accueil. J'ai fait tous les tafs possibles et imaginables, franchement. Et on avait reçu un PowerPoint qui déclinait en fait les façons dont on devait s'habiller, se maquiller, se présenter, marcher, se présenter, présenter à la parole, donc s'introduire. Si on devait porter tel ou tel bijou, se maquiller de telle ou telle façon. Et je me souviens que j'avais vu ce PowerPoint et je me suis dit waouh, ok, il faut que je m'échappe. C'est pas possible. Non, c'est trop. Non mais PowerPoint, ça me choque. Genre un PDF complet avec Réel. comment tu dois 25. être. Oh mon Dieu. Tu crois que je rigole? Je l'ai encore sur mon téléphone. Genre vraiment comment tu dois être. Juste être. Ouais. Ça, c'est trop. Et ça me fait penser aussi à une histoire je crois que je l'ai su l'année dernière. C'était une fille dans ma classe. Ah non, cette année. Je me rappelle plus. Une fille dans ma classe d'une des écoles que j'ai faites qui avait eu un travail. Donc en fait, elle a postulé dans une grosse boîte. Elle a envoyé son CV. Et vous savez, dans les CV, on met des fois une petite section intérêt. Genre tu mets, je sais pas, t'aimes bien la lecture, t'aimes bien les voyages. Et ben elle avait mis qu'elle était fan de Formule 1. Mais en fait, elle est vraiment fan de Formule 1. Et donc, elle a envoyé son CV. Elle a été prise pour un entretien. Et en arrivant à l'entretien, directement, je sais pas si c'était le RH ou le boss, j'en ai aucune idée,
mais elle a dit « Oh, t'aimes bien la Formule 1 ? Mais moi aussi, j'adore la Formule 1 !» Et donc, tout l'entretien, ça a été sur la Formule 1. Et ils n'ont pas du tout parlé des compétences techniques. Et elle a eu le taf parce qu'elle aime la Formule 1. Ouais, C'est tout. comme quoi. Mais comme quoi, enfin, je sais pas, faut faire attention à ce qu'on met dans Oui, parce qu'ils regardent intérêt, ça quoi. pour de vrai, quoi. Mais c'est trop. Et Comme au final, tu te retrouves dans un taf où possiblement t'as aucune connaissance technique, mais de toute façon, tu peux l'apprendre sur le tas, genre. Franchement, moi, je crois qu'on peut postuler à n'importe quel taf. La vie, on apprend. Tu peux tout apprendre sur le tas. Je suis vraiment trop d'accord. Et ouais, et un autre même type d'histoire, c'est une fille qui était pareille dans ma classe, qui avait mis sur son CV j'aime l'humour en comics sans MS. Ouais, c'est ça, en comics sans MS. Et du coup, elle a eu des entretiens parce qu'il y avait écrit j'aime l'humour en comics sans MS. En mode, c'était marrant. La typo un peu gondolée, là. Putain, qu'est-ce qu'on s'amuse avec elle. C'est trop. J'adore rire. Ouais. Non, mais vraiment. Mais est-ce que vous avez eu des questions bizarres pendant vos entretiens ? Bah ouais. C'était pour un poste, je crois que c'était il y a 2 ans de cela. Donc du coup, c'était un entretien en groupe, mais après, on a eu des entretiens en individuel. Et pendant l'entretien, il m'a demandé, le recruteur m'a demandé, oui, qu'est-ce que j'avais fait ce week-end, par exemple. Et je lui ai dit que je suis partie au cinéma et que j'aimais aller au cinéma. Et il m'a demandé qu'est-ce que j'ai regardé et d'expliquer le film. Donc à cette époque, c'était Creed 3. Donc du coup, il m'a demandé d'expliquer le film. Donc je commençais à expliquer, à savoir que c'était en anglais. Et c'était long. Et donc, du coup, je commence à expliquer le film dans les détails. Sauf que comme c'est le 3e film de la saga, je devais raconter aussi tout. Le 1 et le 2. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, je devais raconter aussi tout ce qui s'est passé avant. Et j'ai pas eu le taf. Voilà. Oh. Il a pas aimé le film qu'il a vu, en fait. Il a pas aimé ton explication. Ouais. Oh my god. Bon, si on se ressente sur le sujet, quand on regarde les discriminations dans l'accès à l'emploi, il y a plusieurs études qui montrent que ces mécanismes sont objectivement mesurables. Malgré l'interdiction en France de collecter des statistiques sur l'origine ethnique, cette interdiction oblige les chercheurs à recourir au testing. Donc, c'est une méthode de détection de discrimination. Par exemple, on envoie des CV fictifs, identiques sur le fond, mais qui changent uniquement sur des indicateurs visibles d'origine, comme le prénom, le nom ou l'adresse. C'est ce type de méthode qui permet de mesurer la discrimination réelle qu'on ne pourrait pas détecter autrement. Par exemple, il y a une étude, c'est l'étude de Edo et Jacques May, donc une étude de 2013, sur 1800 CV envoyés dans la comptabilité en Île-de-France, montre que l'origine perçue influence la réponse des recruteurs. Donc, par exemple, les hommes maghrébins reçoivent 7% de réponses positives contre 16% pour les hommes français à CV identiques. Et même les femmes subissent des écarts liés à l'origine. Et donc, du coup, ces résultats illustrent que dès la phase de tri des CV, des stéréotypes sont activés et affectent l'accès aux entretiens. Le CRAN, le Conseil représentatif des associations noires, rapporte que 91% des personnes noires en métropole disent avoir déjà subi des discriminations et 31% d'entre elles indiquent que cela s'est produit dans le cadre professionnel. Donc, bien avant de franchir la porte d'une entreprise, certaines personnes sont déjà exclues du marché de l'emploi. Donc la discrimination commence dès la sélection des dossiers, en fait. Ouais, moi je crains l'habitus. Moi je crains je crains la première impression. J'ai fait quelques entretiens là parce que je cherche du travail et à chaque fois j'ai tellement peur de l'image que je renvoie. Donc je fais trop attention à ma façon de m'habiller. Des fois je m'habille qu'en Uniqlo, genre uni haut et bas. Et ouais, j'ai peur de l'image que je renvoie et j'ai peur qu'on ne veuille pas me recruter parce que je suis moi. Donc ouais. Donc cette expérience traduit ce que Bourdieu et d'autres sociologues décrivent, qu'il faut parfois se conformer à des normes implicites pour exister professionnellement. Et on se trouve avec un vrai paradoxe, même si un candidat a toutes les compétences requises, il peut être écarté simplement parce qu'il ne correspond pas à l'image que l'entreprise attend. Et le recrutement ne se contente pas d'évaluer les compétences techniques, pas seulement, mais il cherche aussi des personnes qui partagent les mêmes codes, comportements et affinités culturelles. Et c'est ce mélange de subjectivité et de stéréotypes qui rend le système si inégal et si compliqué à naviguer pour les jeunes aujourd'hui. Et donc, moi, je me sens obligée d'un petit peu me conforter au mindset des Parisiens.
et d'être un peu, de faire comme si j'étais avec eux et que je captais leur délire entre guillemets. Comme par exemple, moi j'ai jamais compris le contexte d'after work, le fait de boire tous ensemble un jour de la semaine et même limite de se bourrer la gueule. Moi c'est pas dans ma culture déjà l'alcool et ouais c'est pas ancré en fait dans ma culture et dans ma façon d'être, donc c'est difficile d'être dans un endroit ou dans un environnement où je suis obligée de me conformer, surtout quand c'est lié à l'alcool. Et ben moi, je suis pas alcool, quoi, en vrai. Donc c'est... Ouais, je me sens obligée des fois de faire semblant et d'être sur le côté, en mode je comprends ce que vous faites, mais bah c'est pas le cas. Mm. La culture de l'entreprise, en général, je trouve qu'elle est difficile à naviguer, surtout quand on n'a pas l'habitude. Et tous ces trucs de stick together, genre on est tous ensemble tout le temps, dans le service, dans l'agence, dans l'entreprise, peu importe. Le truc de manger tous ensemble, de sortir tous ensemble, les after-work, les activités. Je me souviens dans une entreprise, dont je ne citerai pas le nom, on va pas m'attaquer en justice ici. On avait fait ils avaient organisé un secret story pour une saison. Et t'étais obligé de participer, ça m'a gavé. En fait, Story, c'est wild quand même. Hein. C'est wild de fou, genre on avait tous un secret. Je me mêle en fait. C'est trop grave. Pourquoi tu veux connaître ma vie en fait? T'es qui? La villa des cœurs brisés. Genre. Je te jure. Non mais c'est trop. Et ces statistiques montrent plusieurs choses. Que d'abord, la discrimination, ce n'est pas juste une question d'individu. Elle est structurelle et systémique. Et toute origine confondue, les femmes semblent bénéficier d'un léger avantage par rapport aux hommes dans certaines situations de recrutement. Donc là, je parle des statistiques Edo et Jacquemet. Par exemple, elles peuvent être légèrement favorisées pour certains postes ou évaluées plus positivement sur certains critères, mais quand on prend en compte l'origine sociale ou ethnique, cet avantage pour les femmes disparaît presque ou devient très relatif. Ce qui fait que les candidats issus de certaines origines restent largement désavantagés. On ne va pas citer les origines, évidemment, mais on sait de quoi je parle, je pense. Et puis la langue et les codes culturels jouent un rôle énorme. Montrer qu'on maîtrise bien le français, par exemple, une passion pour la lecture ou le Scrabble, ça augmente clairement les chances. Même s'intéresser à des trucs très français comme la gastronomie française, amateur de fromage, je sais pas, le cinéma français, la randonnée, ou même le Tour de France, ça peut aider. Ça peut aider à dire qu'on est intégré, qu'on a le capital culturel que les recruteurs valorisent. Et dans la fonction publique, la situation n'est pas meilleure pour recruter. On pourrait penser, mais c'est pas le cas. Il y a souvent des concours, c'est-à-dire des examens avec des épreuves écrites et orales qui permettent de choisir les candidats. Donc il y a souvent ça dans les métiers de la police, par exemple, ou médecine. Et des tests ont été faits avec 2 profils identiques, en ne changeant que l'adresse et le prénom. Et les résultats montrent que les discriminations existent toujours, surtout dans la fonction publique, territoriale et hospitalière. Donc les concours écrits limitent un peu les biais, mais les oraux... pendant les oraux, les stéréotypes ressortent clairement. Le lieu de résidence joue un rôle énorme. Donc, si on dit qu'on habite dans un quartier prioritaire type Saint-Denis, ça peut pénaliser le candidat. Par contre, si on dit qu'on habite à Paris 15e, là, c'est différent, quoi. On a plus de chances d'être sélectionné. Et ces données-là montrent qu'au-delà du prénom ou du genre, l'ensemble des signaux visibles sur un CV ou dans un entretien, nom, prénom, adresse, études, hobby, est interprété par les recruteurs selon des stéréotypes sociaux et culturels implicites. Donc le testing, dans ces contextes-là, est crucial en fait, parce que sans ça, pour documenter ces discriminations-là en France, on ne pourrait pas produire des statistiques fiables sur l'impact de l'origine et sur les chances d'emploi. Les inégalités resteraient invisibles, donc on a besoin de ce genre de documents. Et cette approche scientifique, donc le testing, permet de vraiment quantifier et visualiser les biais. Donc c'est plus une impression ou juste une anecdote. Là, on parle de choses à peu près concrètes, même si le testing c'est fait souvent sur des petits échantillons. Ça reste quand même... on parle de données solides qui montrent clairement que les inégalités persistent dans l'accès au travail, même pour des profils identiques en termes de qualification.
Effectivement, et il ne faut pas oublier le climat politique actuel qui favorise également ces comportements. Oui, selon un article de Le Monde, celui-ci, il indique que les agressions xénophobes physiques et verbales en entreprise sont en hausse ces dernières années et se sont intensifiées depuis la dissolution de l'Assemblée nationale en juin 2024, légitimée par la montée de l'extrême droite et notamment avec le Rassemblement national. Donc la parole se libère et les propos discriminatoires deviennent plus assumés en lien avec ce parti abordant des sujets comme l'immigration, la sécurité, ou voire même l'identité. Donc voir des personnalités publiques tenir ce genre de discours sans avoir de poursuite à la fin peut agir comme une sorte d'invitation, d'autorisation sociale, mais implicite, sans qu'il y ait la moindre sanction, et ce, dans un contexte de travail, mais aussi également dans la sphère privée. Donc beaucoup assistent et témoignent de ces agissements, mais il y a peu de plaintes auprès de la direction, voire même peu de démarches juridiques qui sont mises en place. Et selon la défenseure des droits, en 2023, la moitié des réclamations reçues en matière de discrimination liée à l'origine sont déroulées au travail. Et paradoxalement, 88% des victimes de discrimination professionnelle fondée sur l'origine ou la couleur de peau n'entament aucune démarche. En parallèle, pour les personnes trans, l'accès à l'emploi représente aussi un défi. Les procédures administratives autour du changement de prénom, de la mention du sexe sur les documents d'identité sont souvent très longues et très compliquées. Et dans cet intervalle, présenter un CV ou des diplômes avec une identité qui ne correspond pas à l'apparence physique les expose immédiatement à des suspicions ou à des refus. Même après un changement légal, les traces de l'identité passée, dans les registres scolaires par exemple, dans les diplômes, les anciennes expériences ou peu importe, peuvent rester tangibles et créer des difficultés supplémentaires. Donc l'emploi devient un terrain où la vie privée et intime sont constamment exposées au jugement des recruteurs. Donc, pour comprendre pourquoi ces discriminations persistent malgré les lois et les labels, il faut regarder les mécanismes sociologiques qui jouent en arrière-plan. Même sans intention consciente, certains profils se retrouvent systématiquement désavantagés. Le premier mécanisme, on l'a déjà dit, c'est l'habitus. Donc, c'est l'ensemble des dispositions, des manières de parler, de se tenir, de se comporter qu'une personne a intériorisées depuis l'enfance. Et ces dispositions sont souvent liées à la classe sociale, à l'éducation et au milieu culturel. Donc, en entretien d'embauche, l'habitus est partout. Dans le langage, le ton, l'aisance à se présenter ou à défendre ses idées. Et quelqu'un dont l'habitus correspond au code implicite de l'entreprise sera évalué plus favorablement. Même si ses compétences techniques sont identiques à celles d'un autre candidat, l'habitus sera jugé pas cool. En gros, on ne recrute pas seulement des compétences, mais on recrute aussi des manières d'être. Et le fait que la personne recrutée sera l'image de l'entreprise, ça c'est quelque chose qui fait très peur aux recruteurs. Effectivement, et quand on parle de grandes compagnies, celles-ci émettent un point d'honneur sur l'image de leurs salariés. Pardon. Et ainsi, on peut citer Air France, qui possède un dress code et un certain nombre de critères concernant l'apparence de leurs employés, allant de la manicure à la coiffure. Le tout pour représenter internationalement la France. Mais ces règles mènent à des discriminations comme la discrimination capillaire. Et par là, je fais référence à un reportage de France 3 qui date de 2012, je pense que vous en avez entendu parler, où un steward a été mis à pied pendant 5 jours pour avoir porté ses cheveux naturels, mais en étant loxé. Et en fait, la direction a jugé sa coupe comme pas assez classique. Et afin de reprendre le travail, celle-ci lui a imposé le port d'une perruque, mais une perruque lisse, car sa coiffure initiale a été considérée comme non professionnelle. Donc, on embauche des gens de différents horizons, de différentes apparences. Donc ça, c'est cool, c'est super. Mais ils doivent se soumettre à la norme. Et cette norme-là, c'est d'effacer une part de leur identité pour s'adapter à des standards, on va dire, du coup, occidentaux et rentrer dans le moule. Alors,
plus les années passent et plus les règles s'assouplissent dans les entreprises, mais il aura fallu attendre quand même le 29 mars 2024 pour qu'une loi contre la discrimination capillaire passe et soit adoptée largement par l'Assemblée nationale. Ensuite, le deuxième mécanisme dont on va parler, c'est l'altérisation. Donc, ça consiste à souligner et mettre en avant les différences d'un individu ou d'un groupe d'individus et à les distinguer sur la base de ces différences-là. Par exemple, certains candidats, même nés en France, sont perçus comme étrangers à cause de leur prénom, leur nom, ou de leur lieu de domicile, ou carrément de leur apparence. Si on prend un prénom comme Mohamed ou Fatima, il peut automatiquement déclencher chez le recruteur l'idée que la personne n'est pas française, qu'elle aura fallu des difficultés d'intégration, qu'elle représente un risque en termes de cohésion de l'équipe. Et ce processus fonctionne souvent à l'insu des recruteurs, mais il produit des effets concrets. Les candidats sont rejetés avant même d'avoir été évalués sur leurs compétences réelles. Donc ainsi, ça crée une forte pression. C'est des facteurs économiques et sociaux qui pèsent sur les personnes racisées. Elles doivent garder leur travail et garder également de bonnes relations avec leurs collègues. Mais en même temps, il faut aussi gérer les critiques sur l'apparence, le caractère et la manière d'être, sa manière d'être. Ensuite, on a la discrimination statistique. En gros, le phénomène par lequel les recruteurs projettent des stéréotypes sur un groupe entier pour prendre des décisions rapides. Ils sont alimentés, ces préjugés, par des représentations médiatiques et sociales qui enferment les individus dans des catégories figées. Par exemple, un recruteur peut penser que les hommes d'origine maghrébine sont souvent absents, que les femmes de certains quartiers risquent de ne pas s'adapter, et choisir un autre candidat par précaution, souvent blanc, on ne va pas se mentir. Même si ces généralisations sont fausses pour l'individu en face, elles deviennent des critères de sélection réels. Et ce type de discrimination est systémique parce qu'il repose sur des croyances sociales largement partagées et pas sur les qualités du candidat. Donc, un candidat avec un prénom ou un nom à consonance maghrébine peut recevoir 40% de réponses positives en moins que son homologue français, même si leurs CV sont identiques, par exemple. Les stéréotypes varient évidemment selon le genre et l'origine. Donc, comme on disait, un homme maghrébin est souvent perçu comme menaçant, comme peu fiable. Ça, c'est associé aux idées de violence, de drogue, de l'extrémisme ou même du conservatisme religieux. Une femme maghrébine, quant à elle, subit un mélange de racisme et de sexisme. Donc, elle est à l'intersection de ces deux discriminations-là. Elle va subir une forme d'hypersexualisation, des soupçons de faible éducation ou d'infériorité intellectuelle, un enfermement dans le rôle de femme au foyer ou encore peur liée au port du voile. Les hommes maghrébins vivant dans des quartiers populaires cumulent des stéréotypes aussi et voient leurs chances d'accès à l'emploi encore davantage réduites. La situation n'est pas différente pour les personnes noires, évidemment. Les hommes peuvent être perçus comme agressifs, inadaptés, et les femmes noires subissent à la fois le racisme et le sexisme, donc une misogynie noire. Elles sont souvent réduites à des clichés d'hypersexualisation, encore une fois, du manque de sérieux, d'infériorité intellectuelle, ou peuvent être prises comme la femme noire agressive. Là, ce que tu viens de dire, moi, ça me parle beaucoup parce que actuellement, je fais un peu face, pas tout le temps, mais je veux dire, je fais face à des gens qui ne croient pas que je suis française ou qui vont me poser la question, oui, mais c'est quoi ta vraie origine ? Tu viens d'où vraiment ? C'est ça. Alors que je suis française toute ma vie et ma culture tourne autour de la France. Ma langue principale, c'est le français. Toute ma culture, toute mon éducation est française. J'ai fait l'école française. L'histoire, c'est l'histoire de France que je connais. Je connais pas mieux que l'histoire de France. Et donc, le fait de constamment devoir me justifier avec certaines personnes, ça me rend folle, en fait. Et des fois, je me dis, oui, mais pourtant, j'ai un style vestimentaire, peut-être, qui peut amener les gens à ne pas me poser ces questions-là. Même ma façon de parler, je veux dire... je parle français, quoi. J'ai pas d'accent particulier et je comprends pas. Des fois, il y a des questions déplacées qui me reviennent tout le temps et je sais pas pourquoi on me pose tout le temps des questions sur quelle est ma vraie origine. Racism. Mais c'est pernicieux parce que tu reviens à te poser la question, mais comment ils le voient en fait ? C'est ça. Comment ils le savent ? C'est ça. Surtout que la France, c'est un pays
multiculturel et il y a tout type de profil. Donc pourquoi ces questions reviennent là quand tu sais que tu vis dans un pays où les Français sont pas forcément l'image du Français de base dans ta tête. Je veux dire, on n'est pas tous blonds, yeux bleus, Mais bien même ça, blancs, c'est pas le français. L'idée de français de souche n'existe même pas. Mais en c'est fait. ça, c'est ça. Mais bon, à chaque fois, je me pose cette question, je me dis, je comprends pas, surtout là récemment, avec mes entretiens ou les interactions que j'ai avec d'autres personnes. Donc, on peut parler du racisme institutionnel, qui n'est pas lié à un recruteur en particulier, mais à l'ensemble des pratiques, des règles et des outils utilisés dans le recrutement. Par exemple, il y a les algorithmes de tri de CV qui favorisent certains mots-clés ou des formations plus courantes dans certains milieux. J'ai appris ça il n'y a pas longtemps, mais les langues vont être beaucoup analysées dans les tris de CV. Ah ouais. Ouais, Ah, je genre savais pas. ça dépend quelle langue. Mmh. Français, anglais, ok. Là, tu mets une langue d'Afrique, tu vois, moins bien vue. Pourquoi? Le Pourtant, CV, il descend au fond de la pile. pourtant, c'est une langue, La je veux poubelle, dire. carrément. C'est ça, mais je ne comprends pas. Et le tri de CV, c'est vraiment un... Enfin, c'est trop grave, quoi. Donc, ça favorise certains mots-clés, certains mots, et des formations plus courantes dans certains milieux. Donc, le manque de diversité dans les jurys de recrutement aussi joue un rôle. Et les pratiques liées au feeling, cultural fit, qui favorisent les candidats qui ressemblent aux recruteurs finalement. Ok, bon, je vais la raconter cette anecdote. Parce que là-bas, je voulais pas la raconter, mais elles m'ont dit, bon, vas-y, c'est fun. En fait, dans une boîte dans laquelle j'ai taffé, c'est un truc qui traîne depuis quelques années. Genre, c'était un directeur, pas un directeur de service, mais directeur de la direction, en gros, qui s'occupait du recrutement pendant un moment, il y a genre 30-35 ans, quoi. Et lui, en fait, son délire, c'est pas simplement qu'il prenait que les Blancs, ça va plus loin que ça. Il prenait que les Bretons et les Aveyronais. Si tu venais de la Franche-Comté, C'est dead. de l'Alsace et la Lorraine, c'est dead, genre. Mais ça, c'est des camps, en vrai. C'était, je sais pas, il y a 30 piges, tu vois, ça date de ouf. Après, il a été évincé et tout, enfin, il travaille plus là-bas, mais genre... mais c'était un vrai bail. Si t'étais pas français, déjà, tu rentrais même pas, tu rentrais même pas dans le building, tu vois. Mais si t'étais pas breton et aveyronais, bah tu ressentais les bras ballants et c'était fini, quoi. Mais du coup, les gens écrivaient ça sur leur CV ou c'était à Je l'entretien? pense que c'était à l'entretien. Genre, première Ah ouais. question, tu viens d'où? Tu viens d'où d'ailleurs Toi, t'es d'où, toi? T'as grandi, t'es allé à quelle école? Ça, des questions comme ça. Primaire, école primaire, École ou maternelle, primaire, comme ça. ouais. T'es né à quelle maternité, genre? Enfin, En tout bref. cas. Mais ouais, l'effet combiné de ces 4 mécanismes crée ce que les chercheurs appellent des inégalités structurelles. Donc, des individus compétents et qualifiés peuvent se voir refuser des postes simplement parce qu'ils n'ont pas les codes culturels attendus ou parce qu'ils appartiennent à un groupe stigmatisé. Ces mécanismes montrent qu'on ne peut pas réduire les discriminations au comportement d'un recruteur isolé. C'est tout le système qui reproduit les inégalités et c'est pour ça que malgré les lois ou les labels, ces discriminations continuent d'exister. Et enfin, ces mécanismes interagissent souvent avec l'intersectionnalité, donc l'origine, le genre, le quartier de résidence ou d'autres facteurs se combinent et produisent des effets amplifiés. Les discriminations croisées, dont on a fait un post d'ailleurs, je vous conseille d'aller le regarder sur Instagram, pour les personnes à la fois queer et racisées, constituent aussi une forme de double handicap, même si j'aime pas utiliser ce terme, mais bon, c'est facile à comprendre. Dans ces cas, les chances d'accéder à un emploi diminuent davantage. Donc une femme lesbienne noire, par exemple, peut être confrontée à des préjugés sexistes, racistes et homophobes simultanément, ce qui multiplie les obstacles. L'intersectionnalité montre ici ses effets les plus concrets. La combinaison des discriminations n'est pas simplement additive, mais produit un effet amplifié où chaque aspect de l'identité devient un motif potentiel de rejet. Du côté des personnes LGBTQ+, les discriminations sont moins visibles sur le CV évidemment, mais apparaissent dès les entretiens. Donc les candidats qui mentionnent soit un engagement associatif LGBT ou qui laissent deviner leur orientation sexuelle ou identité de genre ou peu importe, rapportent avoir été écartés sans raison valable. Enfin, entre guillemets, sans raison valable, on sait tous pourquoi. Les recruteurs, conscients ou non de leur biais, considèrent parfois ces informations comme des signaux d'incompatibilité avec la culture d'entreprise. Et les personnes trans sont particulièrement concernées. La discordance entre le prénom d'état civil et l'apparence physique
peut suffire parfois à mettre fin au processus de recrutement, même si leurs qualifications sont solides. Et dans ces cas, la discrimination est rarement verbalisée, mais se traduit par un refus sans explication claire. Les entretiens constituent également un terrain fertile pour des discriminations implicites. Des questions orientées, parfois illégales, peuvent être posées. On répète, c'est illégal, donc si jamais on vous pose ces questions, c'est Illégal. 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 ASMR. Par exemple, des questions du type « D'où venez-vous vraiment ?» Ou encore « Est-ce que vous comptez avoir des enfants ?» ou des conneries comme ça. Pitié. Pour une femme racisée perçue comme étrangère ou pour un homme gay supposé ne pas correspondre aux normes de virilité, ces micro-agressions créent un climat de suspicion et de malaise. Ces situations poussent souvent les candidats à adopter des stratégies de dissimulation. Donc là, on parle de code switching, le fait de minimiser leurs origines, d'éviter de parler de leur vie personnelle ou gommer certains détails de leur parcours. Donc cette forme d'autocensure, c'est déjà un poids psychologique hyper important avant même d'accéder à un emploi. Ouais, quand on est une personne racisée ou même LGBT+, ou quoi, on est obligé de pratiquer le code switching. C'est vraiment obligatoire, sinon on se met en danger, je pense. On sait même pas, on est entouré de qui au travail. Il faut faire très très attention à qui on donne des informations sur notre vie. C'est malheureux, mais des informations très simples, hein, comme juste notre façon de vivre, peut vraiment nous mettre en danger, je pense. Ouais, une entreprise dans laquelle j'ai travaillé auparavant. Again. A fucking again. Je me souviens d'avoir entendu des discussions, des bribes de discussions où j'étais hyper mal à l'aise parce que je me suis dit mais ça n'a pas sa place. D'autant plus que là c'était vraiment dans un bureau, quoi. C'était une vraie entreprise type multinationale et tout. Enfin, c'était un open space et tout. Donc c'était un truc très professionnel, très carré, très culture d'entreprise, corporate. Et j'entendais des discussions, des trucs sur moi j'adore les femmes noires, moi j'adore je sais pas quoi. Des trucs, tu sais, des micro-agressions hyper pernicieuses. Et il y avait des femmes noires sur le plateau qui savaient pas comment réagir. Moi j'étais en mode pourquoi tu parles Un peu s'il de te respect, plaît, un quand peu de même. respect. Quelles sont ces paroles? C'était hyper bizarre, genre. En tout cas, bref, mais l'habitus, l'altérisation, la discrimination statistique et le racisme institutionnel montrent comment les décisions de recrutement peuvent sembler naturelles ou justes aux yeux des recruteurs, alors qu'en réalité, elles reposent sur des biais profondément enracinés dans la société et ses codes culturels. Et comme l'a mentionné un peu plus tôt Atessa, il faut quand même définir ce que sont les microagressions. Donc, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des attaques verbales, interpersonnelles entre individus qui sont vécues au quotidien. Donc le préfixe micro est utilisé pour signifier l'échelle des relations et ne fait donc pas référence à quelque chose de petit. Et au contraire, les microagressions sont des communications verbales négatives, ciblant des personnes sur la base de leur appartenance à un groupe. Et avec la montée de l'extrême droite en France, on voit une corrélation avec la montée de ces comportements. Et selon un article de l'IFOP, 82% des salariés français du secteur privé ont assisté dans le cadre professionnel à des situations pouvant être qualifiées de microagressions au cours des 5 dernières années. Et près d'une salariée sur deux, soit 47%, déclarent avoir été victime d'au moins une microagression dans le cadre professionnel, encore une fois, au cours de ces 5 dernières années. Donc les victimes, elles, se doivent de bien agir, parce que les micro-agressions sont souvent faites de manière humoristique, sont des remarques anodines, sous couvert de bienveillance. Blague. Ouais. Mais la violence, elle est là, elle reste. Et devoir y réagir, c'est une tâche un peu plus compliquée, surtout dans un environnement de travail. Il ne faut pas être perçu comme le ou la rabat-joie, comme celle ou celui qui est hostile, afin de garder une bonne relation avec ses collègues. Et c'est toute une gymnastique, mais surtout une pression. Et malgré ça, il y a de plus en plus de personnes qui dénoncent ces agissements en feignant de ne pas comprendre ce que l'interlocuteur dit. C'est afin de l'obliger d'expliquer son propos et en mettant en lumière son comportement problématique. Donc l'idée, c'est un peu de faire un contre-Uno et de le mettre en ridicule. D'autant plus quand tu es une personne racisée, de réagir sur le moment, ça peut
ça peut se retourner contre toi. Vraiment. Parce que tu passes, quand t'es noir, pour la personne noire, homme ou femme, agressive. Agressive, ouais. Quand t'es arabe, pareil, tu vas me sauter dessus, tu vois. C'est ça. Tu passes pour la personne agressive Ouais. qui sait pas comment Ah, réagir, mais qui calme-toi, comprend, hein. qui On ne rigole comprend juste. pas les Ouais. codes. Voilà, De ouf. t'as l'impression de devoir recommencer une forme d'intégration à zéro, en fait. Non, mais c'est ça. Parce que tu passes pour la personne qui ne comprend pas les codes. Tu viens pas de là, en fait. C'est ça. On peut passer en revue quelques exemples qui montrent à quel point c'est vraiment ancré dans notre quotidien. Là, tu viens de le dire, mais par exemple, moi, j'ai travaillé dans un grand parc d'attractions. Je ne dirai pas le nom, On veut pas se faire arrêter. mais déjà, bon, j'ai intégré le taf grâce au piston. Merci Yousra, voilà, je le dis. On cite tout le monde aujourd'hui. Bon, bah, dans mon contrat, on m'a envoyé un contrat, mon nom était même pas bien écrit. J'ai dit, excusez-moi, vous avez mal écrit mon nom de famille. On m'a renvoyé le contrat, mon nom n'était toujours pas bien écrit. Donc en fait, ça peut sembler anodin, mais c'est vraiment révélateur que l'organisation ne fait même pas attention aux identités de ses employés. Je veux dire, c'est chiant, quoi. De toujours... moi, perso, ça m'a mise mal à l'aise de devoir dire, excusez-moi, vous avez fait une erreur, et de le dire 2 fois, et après, bah, mes fiches de paie, pareil, avaient des erreurs. Mais bon, ça, c'est autre chose. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'histoire de la Formule 1. Donc, elle a pu avoir le taf parce qu'elle est blanche. Mais bon, moi, je me ramène avec intérêt Formule 1. Bon, c'est une autre histoire, quoi. Il n'y a pas de feeling. Des personnalités connues qui ont été confrontées à ces obstacles, on va dire ça comme ça. Par exemple, Karine Le Marchand. J'ai qui un a bif changé. avec elle. Franchement, tout le monde a un bif avec elle. Bip. Mais le fait qu'elle a changé son nom de famille pour pouvoir travailler et en plus qu'elle a normalisé cette situation. Oui, elle trouve ça normal. Enfin, Bon, elle est folle. Désolée. Non, pas désolée. Comment ça, désolée de rien du tout. Mais. Elle trouve ça normal. Elle a dit oui, moi ça me dérange pas, ils n'arrivaient pas à le prononcer. Change ton donc, identité, stop. T'as pas honte. Enfin bref. Il y a aussi Xavier Leclerc, qui est un écrivain. Alors Xavier Leclerc, c'est un Algérien, il est né en Algérie. Il s'appelle pas Xavier Leclerc, il a changé son nom de famille pour être intégré. Son prénom et son nom, Dis son nom. il s'appelle Hamid Aïtaleb. Hamid. Il te plaît. s'est renommé Xavier Leclerc. Et il a dit, je cite, hein, il n'a pas changé son nom pour abandonner ses origines, mais plutôt pour adopter un prénom plus neutre et pour atténuer les discriminations. Franchement, Être blanc, c'est neutre, c'est triste. Enfin bref, on arrive à des situations où des étudiants doivent changer leur nom pour voir s'ils peuvent être recrutés quelque part ou avoir des entretiens. Voilà, ça s'est passé avec un étudiant qui était membre de l'association La Courte Échelle, l'association de Youssef Badr, qui est un magistrat. Donc ça, vous pouvez trouver l'histoire sur TikTok. Il y a une vidéo longue qui explique un petit peu ça. Et même les discriminations qui ne se limitent pas forcément au prénom ou à l'origine. Il y en a trop, quoi. Tu postules à Wack Ronald, à Starluck, Non mais là, au Roi Hamburger. Je suis On des- te met au fin fond de la pièce parce que t'es noir, genre. Enfin, bref. la discrimination à l'embauche a aussi un effet de plafonnement social. Les personnes queer racisées qui parviennent à obtenir un poste rapidement, rapportent souvent qu'elles ont dû surinvestir dans leurs études, dans leurs stages, dans leurs expériences professionnelles pour compenser les préjugés, là où un candidat non stigmatisé et qui est blanc peut accéder à un emploi qui correspond à ses compétences. Donc on doit souvent accepter des postes en deçà de nos qualifications. Ça crée une inégalité structurelle. Donc on se retrouve souvent concentré dans des secteurs précaires, sous-payés, ou dans des métiers où la mobilité ascendante est limitée. Il ne s'agit pas seulement de discrimination ponctuelle, mais c'est un mécanisme qui se reproduit et des inégalités durables. On a aussi, à cause de ce phénomène, une glorification de la galère, surtout dans des communautés racisées, où on a cette illusion du mieux, où on a un discours en fait qui tourne autour d'une rhétorique qui sacralise la souffrance. On doit passer par là pour ensuite arriver au mieux, pour sortir de la galère, sortir du quartier et arriver à un environnement où là, on pourra sortir notre famille de la cité, sortir notre famille de la galère. Et cette souffrance qui est sacralisée, elle reste du coup dans un mécanisme qui nous enferme dans ce système-là, en fait. Donc on se retrouve avec...
On a des jeunes qui ont du talent, qui ont fait les études pour un emploi, mais qui sont mis sur le côté parce que ils correspondent pas à l'image de l'employé parfait en France et surtout à Paris. C'est désolant en fait. Et sur le plan social et collectif, ces pratiques créent un sentiment d'exclusion. Certaines personnes se disent je suis français, je suis française, mais on ne me considère pas comme telle, ce qui affaiblit le sentiment d'appartenance nationale et augmente la méfiance envers les institutions. Dans certains quartiers, cela accentue l'isolement social et renforce des inégalités déjà présentes. Et l'impact psychologique de ces discriminations est considérable. Être systématiquement écarté pendant les processus de recrutement à cause de son identité ou de son origine génère un sentiment d'injustice, mais aussi d'usure morale. Au bout d'un moment, on développe une forme de résignation, en fait. À quoi bon postuler si j'ai aucune chance d'arriver à mon but? Donc, cette anticipation permanente constitue un aspect du stress minoritaire où on intègre des discriminations comme une certitude à venir et non comme une possibilité. Donc, en résumé, les discriminations au travail produisent un effet cumulatif. Elles freinent l'accès à l'emploi, détériorent la santé mentale, renforcent les inégalités et ont un impact économique sur la société. Donc, comprendre ces conséquences est crucial pour saisir l'importance de changer les pratiques et d'agir à tous les niveaux, individuels, organisationnels et institutionnels. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui mettent en avant la diversité. Par exemple, la sociologue Sylvie Montchâtre parle de ce qu'elle appelle la diversité utile. En gros, les entreprises utilisent la diversité comme un outil de management plus qu'un véritable engagement éthique. Et concrètement, selon elle, cette diversité utile sert à 3 choses. D'abord, à légitimer la fonction RH en interne. Ensuite, à limiter le risque juridique en cas de plainte pour discrimination. Et enfin, à rationaliser le recrutement en allant chercher de nouveaux viviers, comme les jeunes, les seniors, et les personnes handicapées, les chômeurs. Moi, j'ai fait un entretien, je vais raconter cette anecdote très très rapidement. J'ai fait un entretien pour une chaîne de télé très connue. Et donc j'ai eu un entretien. Pendant l'entretien, première question, on me dit « Êtes-vous handicapé ?» J'ai dit « Ah non ». Et après, on m'a dit « Bon, désolé, on cherche des handicapés pour ce poste. » Ils s'en cachent même pas. C'est dingue. C'est trop. Le quota. Mais c'est vraiment le quota. Donc en fait, tout ça, c'est une manière de soigner l'image externe de l'entreprise, comme cette chaîne de télé qui cherchait à tout prix des handicapés. Donc à travers la communication, les labels diversité ou encore l'attractivité pour les jeunes talents. Donc en gros, ces entreprises-là peuvent gagner des labels. Il y a différents labels, label diversité, donc c'est une récompense pour les entreprises qui mettent en place des politiques actives contre les discriminations. Donc là où ils mettent en place en gros des recrutements uniquement pour les handicapés. Ils ne le disent pas forcément dans les offres d'emploi, mais bon, si tu es handicapé, pour ce poste-là, on va dire, tu es valorisé. Mais bon, ça cache des petits soucis, quoi. Et oui, donc moi, j'avais fait aussi... j'avais travaillé dans une entreprise où chaque semaine, on faisait donc j'étais dans le pôle communication. Chaque semaine, on faisait des réunions pour savoir, qu'est-ce qui se passe cette semaine? Ah d'accord, c'est la journée pour les trans. Ok, cool. On va faire un truc pour les transgenres. On va faire quoi? Ah, il y a les trucs pour les gays. Ah, on va faire les trucs. Et c'est vraiment comme ça qu'ils parlaient Octobre Rose, de ces événements. Ah oui, le cancer chez les hommes, d'accord, on va. Mais c'était très... ils parlaient de ça vraiment comme des événements. Donc les luttes ont été instrumentalisées. Et il y a la lutte du racisme là, bon, on va faire un truc pour eux, comme ça. Donc ça m'a un petit peu choquée, en fait. Une bonne image de l'entreprise en interne, en fait. C'est ça. Et il y a quelques solutions qui ont été mises en œuvre par certaines directions de certaines entreprises. Les ateliers de sensibilisation à travers soit un questionnaire, QCM, voire même des formations. Des vidéos longues, là. Donc, je ne sais pas si vous en avez déjà eu. Désolée, c'était chiant. Ouais. C'est des sujets qui me touchent, mais c'est mal fait, quoi. c'est mal fait, c'est chiant, ça prend trop de temps. C'est histoire de
de toucher les subventions Exactement. après parce que tu as touché le quota du nombre de personnes à C'est ça. toucher. Quoi. C'est C'est ça. ça. Mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est vraiment efficace? Parce qu'à savoir que toutes ces formations et ces questionnaires à remplir, c'est obligatoire. Et déjà, c'est pas très ludique. Comme elle a dit, Mieni, c'est chiant. Et puis, on le voit seulement comme un fardeau, enfin un travail en plus à faire et également à faire valider par les managers. Et en ce qui concerne les QCM, souvent ce sont des questions avec des propositions assez obvious, c'est évident, on sait quel comportement est problématique et par conséquent on sait quelle réponse choisir pour éviter de refaire l'atelier. Et on ne sait pas vraiment s'il y a une réelle remise en question de la part des salariés parce que, encore une fois, peu dénoncent ces comportements. Donc le problème, Stop the car. stop the car. Désolée, mais le problème n'est pas conjoncturel. Il est structurel et institutionnel. Je crie dans vos oreilles parce qu'il faut que vous entendez cette phrase. Le problème n'est pas conjoncturel, il est structurel et institutionnel. En fait, c'est un slogan, ça ou quoi? C'est un slogan, genre. Non, mais c'est réel. Non. C'est pas des actions individuelles qui vont changer la donne. C'est C'est ça. un problème de structure et d'institution. C'est le système qu'il faut tout changer, vraiment. Anarchie. Anarchie. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Macron démission. Du coup, ces solutions, les solutions de faire des questionnaires là, quand tu intègres une entreprise ou je sais pas quoi, elles sont limitées, elles sont pas vraiment viables. La diversité en entreprise, ça devrait pas être une vitrine ou simplement un outil marketing. C'est pas parce que tu as des noirs et des arabes dans ton entreprise ou des handicapés ou des gays que tu es une bonne entreprise. Mhm. Enfin bref, donc il faut tout manger. Comprendra qui pourra. Comprendra qu'il faut TM. Il faut TM. Devenons unis, garder la pêche, rester vivants. C'était un épisode chargé. Ouais. Chargé. Chargé. C'était chargé en informations. Mais Franchement, ça nous tenait à cœur. Parce que là, on est Vraiment. tous dans la merde. C'est pas facile. Macron démission, C'est Macron pas expose, facile, en à un moment fait. donné. C'est pas facile. moi, je veux trouver un sugar daddy, je vous ai dit. Stop. Un sugar mommy, n'importe qui. Donnez-moi des Arrête les sous. bêtises. Un papa Je m'en sucre. fous. Anarchie. Un papa sucré. Anarchie. Non, mais vraiment, j'en peux plus. Je suis Bon, sérieuse, guys. je crois. Je veux juste être femme au C'est foyer. plus une blague. It's not a joke anymore. Une joke, je peux être. Comment elle s'appelle là Narasmi. Naras. Arrête tes Je veux être bêtises. Narasmi. Arrête tes ma conneries. belle, Non, mais sans les enfants. Six Ok. enfants, Je veux juste ma faire des belle. cookies. Je fais des cookies. Arrête tes bêtises. Oh, bon, en tout cas. Bon, guys. Bon, bah, c'était Softover. Merci Soxo. pour votre écoute. Ouais. Merci pour À la votre- prochaine. XOXO. Et au mois prochain, on sera là. On vous aime. Bisous. Je t'aime.